La répression à l'encontre des résistants est un véritable processus. Elle est d'autant plus rude en France qu'elle émane simultanément des autorités allemandes et françaises, le ministère de l'Intérieur et les préfets. Elle prend appui sur la double propagande et sur la délation. À partir du 10 mai 1940, c'est désormais le droit pénal allemand qui s'applique. Les résistants condamnés relèvent donc des tribunaux militaires allemands. Mais le régime de Vichy se dote aussi de cours de justice d'exception, les sections spéciales, chargées de condamner les résistants. Ah, eh bien, les sections spéciales, elles ont été conçues dans la hâte. Au mois de août 1941, le 21 août 1941, a été perpétré un premier attentat contre un aspirant de la Kriegsmarine. C'est un dénommé Pierre Georges, qui devint célèbre par la suite, car il devint le colonel Fabien, qui avait été un des chefs de l'insurrection de Paris, donc qui avait perpétré cet attentat. Mais les Allemands n'avaient pas trouvé les auteurs de cet attentat, bien sûr, et avaient demandé au gouvernement de Vichy de leur livrer 5 otages communistes pour les exécuter. Encore fallait-il faire passer ça dans l'opinion. Donc les Allemands ont demandé de faire un texte, d'ailleurs de légiférer, et c'est Barthélemy, qui était à ce moment-là garde des Sceaux, et Pucheux, qui était ministre de l'Intérieur, qui, en 48 heures, ont légiféré pour justement créer les sections spéciales. Alors, ces sections spéciales étaient des tribunaux d'exception, et on les a trouvés partout, dans toute la France par la suite. Et effectivement, il y a des Poitevins qui ont été condamnés par les sections spéciales à Poitiers. Et justement, moi je trouve que l'habileté des sections spéciales, ça a été justement de pouvoir faire admettre ces jugements par l'opinion publique. Lorsque les jugements avaient lieu à Poitiers, ils se donnaient une crédibilité. Il y avait un ministère public avec un président, et vous aviez même des avocats de la défense. Eh bien, d'abord, à la prison de Poitiers, là, les conditions ont été très difficiles, pas pour tous les internés d'ailleurs, parce que même parmi les résistants qui étaient internés, la police avait des suspicions. Donc ils les internaient, ils les interrogeaient, mais on pourrait dire d'une façon assez correcte. Par contre, quand ils étaient convaincus quand ils étaient convaincus d'actes de résistance, alors là, c'était des interrogatoires abominables. Les gens étaient véritablement massacrés, on peut dire, par les tortures. On peut citer d'ailleurs des exemples, l'exemple de Madèle-Rieux à Poitiers, que l'on trouve notamment dans le livre de Roger Picard. Madèle-Rieux a été pratiquement massacré à coups de nerfs de boeuf. La prison de Poitiers, à cette époque, les détenus, il y avait les droits communs, qui étaient la prison de Poitiers. Et puis vous aviez les politiques. Alors vous aviez les gardiens de la prison, qui étaient des gardiens français, mais vous aviez aussi les militaires allemands. La prison de Poitiers, de la Pierre-Levée, était investie par les Allemands. Et là, quand ils les interrogeaient, quand ils les torturaient, on peut dire, les autres détenus entendaient les coups et les cris. Alors mettez-vous à la place de ces gens, c'était un véritable film d'épouvante. Les exécutions ne se faisaient pas forcément sur le lieu d'internement. Alors oui, il y a eu un autre lieu d'internement. Vous avez eu deux lieux d'internement dans la Vienne. C'est le camp de Rouillé. Alors le camp de Rouillé, là, suite aux sections spéciales d'ailleurs, ces camps ont été des réservoirs d'otages. Et des réservoirs d'otages communistes, en général. Parce que lorsqu'il y avait des attentats qui étaient perpétrés contre l'occupant, on prenait toujours des otages que l'on fusillait, pour l'exemple, d'une
part, et puis pour essayer de dissuader également qu'il y en ait d'autres. Tous ceux qui ont été incarcérés n'ont pas tous été fusillés, hein. Il y en a qui heureusement s'en sont sortis. Ils ont été très nombreux à partir de 1943, parce qu'il y a eu l'institution du STO, le service du travail obligatoire, et là il y a beaucoup de jeunes quand même qui n'ont pas voulu aller au STO. Puis alors là, si au début les gens vivaient l'occupation, vivaient Vichy, vivaient les Allemands, ces exemples-là, justement, allaient au contraire de ce que voulait le régime, c'est-à-dire qu'au lieu de faire peur à la population, faisait peur certes, mais il y avait une certaine colère également intérieure, une réprobation intérieure. Donc, j'avais repéré qu'il y avait un transformateur et une échelle toujours à proximité, c'est-à-dire dessous le transformateur. Non, c'était un disjoncteur. C'est un disjoncteur. Et il y avait qu'à juste couper le courant. Je me suis mis en quête de chercher le disjoncteur. Et donc, j'ai monté l'échelle. J'ai rapidement déclenché le machin. Tous les ateliers étaient coupés. Le courant du 39. Le courant était coupé et les chefs ne savaient pas qu'il y avait ce machin dans le dépôt des machines. Et je vous dis que c'était des échelles rondes et lisses qui m'a permis de descendre en écartant les jambes et puis de glisser comme ça. Il s'agissait pas de se faire repérer, quoi. Mais il a dû y avoir quelque chose, sans doute. Mais le repérage ne venait pas de là. Alors ensuite, je suis rentré dans l'atelier et on s'est mis en devoir de vouloir, partant du fond de l'atelier, vouloir un peu pousser tout le monde pour obliger à sortir. Parce qu'il y avait des oui, il y avait des non. On tapait sur leur dos pour les obliger à suivre le mouvement, seulement ils en pensaient, quoi. Mais autrement, ça a été très suivi. Le mouvement était très suivi et le rassemblement s'est fait en face à l'atelier 105. Et là, l'atelier 105, il y a eu une Marseillaise de lancer, il y a eu tout un rassemblement. Et aussi le directeur de la Manu qui était là, qui a participé pas bien sûr, mais voulait tempérer les choses. Mais on était lancés, hein. Mais on était peut-être 1700 ou quelque chose comme ça dans la manufacture. On agissait.
pensait pas à plus. Puis alors, cette manifestation qui a été faite pour les STO a porté ses fruits pour les Allemands parce qu'on a été repérés. On a été repérés d'autant plus que le groupe des filles qui étaient aussi dans la résistance, parce que fictivement, on ne devait pas se connaître, mais travaillant dans les ateliers, on savait qui c'était. Alors donc, c'était un secret de polichinelle. C'est là que j'ai connu Chiquet et Roux, dont on parlera tout à l'heure. Ils étaient là au réglage avec moi, mais Chiquet était outilleur pour le changement des outils sur les machines, etc. Alors j'aime bien quelque chose à dire, mais je ne veux pas. Pour les familles. Enfin, qu'on sache seulement qu'on a fait les frais, au sujet de notre arrestation, donc la manifestation, mais aussi du comportement d'un chef de réseau. L'arrestation elle-même s'est produite d'abord par l'entente de nous, pas de nous trois, de nous quatre, voyez-vous. On devait réceptionner des machines à écrire qui avaient été piquées à la préfecture. Bon, c'est pas une ou deux machines qui leur faisaient tort, mais seulement c'était quand même un larcin, mais avec motif. Et le bon. Parce que ces machines servaient à composer des tracts, etc., qui étaient répandus dans les boîtes aux lettres, notamment par les femmes, qui faisaient semblant, en couple, faisaient semblant de faire un couple dans les coins de porte, et on glissait dans les boîtes aux lettres, en douce. Ça se voyait pas trop. Au départ, on s'était mis d'accord pour partir tous les quatre en direction de la tricherie. Donc on y arrivait de nuit, avec le couvre-feu. De nuit à la tricherie, en vélo. Et alors là, je me rappellerai toujours, on chantait J'emmerde les gendarmes. Et la maréchaussée, bon, mais seulement c'est eux qui nous emmerdaient. Parce que, en arrivant dans le virage de la tricherie, mais pas le virage actuel, il a été allongé le virage. Et là où on roule en voiture, j'y pense à chaque fois, c'est là qu'on a été arrêté, là dans le champ qu'il y avait. Alors, on entendait donc cette chanson-là, et d'un seul coup, dans les fossés, ils se sont levés, tous, avec la lumière dans le milieu, la lampe de poche. Et on était déjà entrés dedans. On a été saisis, quoi. Faut dire le mot. Allongés dans le champ, à plat ventre, le champ qui était humide et tout, et des coups de botte sur la tête pour nous tenir le nez dans la terre. Ils ont embarqué nos vélos qui sont disparus pour le compte. J'avais un vêtement de cuir qu'ils m'ont fait quitter. Et tout ça, je ne l'ai jamais revu. Ensuite, ça a été la prison, la cellule 5A,
pour ma part, au premier étage. 3 mois au secret, ça. Puis ensuite Compiègne, le camp de Royal-Lieu. Il y a 1 mois et demi à Compiègne. Et ensuite Mauthausen pour terminer. Vous savez, revenir ici à la Manu nous rappelle à nous un passé de plus de 70 ans, puisqu'en 1940, j'avais 20 ans. Marcel était plus jeune, il en avait 19. C'est là, avec nos nombreux camarades, que nous avons appris ce qu'était faire de la résistance. Résister contre l'occupant nazi. Eh bien, il fallait travailler très vite, faire beaucoup de rendement, faire attention à ne pas faire trop de sabotage, parce que en tant que résistant, bien sûr, on essayait d'en faire, puisque nous étions aux ordres des nazis. Et puis, comme les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre en Allemagne, un jour, ils n'ont pas trouvé de mieux que de réquisitionner des ouvriers très qualifiés de la manufacture. Alors, un beau jour, ils affichent sur un tableau qu'il y avait à l'intérieur d'un lieu qui était destiné pour les affichages, où ils désignaient des travailleurs très qualifiés, c'est-à-dire qu'ils étaient requis d'office pour aller travailler en Allemagne. Bon, parce qu'ils faisaient prévaloir que c'était pour la relève. Ils devaient donc faire revenir des prisonniers de guerre, souvent, qui, eux, étaient quand même moins malheureux que les déportés dans les camps de concentration. Alors, les ouvriers, ne sachant pas, sont partis. Mais la relève, elle ne s'est pas faite normalement comme on aurait dû le faire. Alors, une autre liste paraît, pas longtemps après. Les ouvriers n'étaient pas tellement d'accord pour partir encore une fois. Notre réseau de résistance qui était très important, parce qu'il faut bien dire que dans le Châtelleraudais, c'était à la manufacture qu'il y avait ce noyau de résistance des francs-tireurs et partisans qui était le plus important dans la région. Alors nous nous sommes réunis, puisque nous étions tous les deux dans ce même réseau, avec d'autres camarades bien sûr, et nous avons décidé qu'à la prochaine liste qui paraîtrait, nous déclencherions une grève. Vous savez, déclencher une grève en pleine occupation allemande, c'était pas rien. Fallait bien la préparer. Et elle a commencé, cette grève, en partant de l'atelier 39 où nous sommes là, où Marcel travaillait. Et Marcel avait bien repéré avant le lieu où se trouvait l'alimentation électrique alimentant tout le réseau des ateliers de la Manu. Eh bien nous voilà tous en pleine action à chanter la Marseillaise. Vous savez, chanter la Marseillaise en pleine occupation allemande, c'est audacieux quand même, il faut quand même le faire. Et puis qu'est-ce qu'on voit à un moment donné? Eh bien, les mitrailleuses qui étaient braquées contre nous, il y avait une petite fenêtre là-bas. J'ai mieux vous dire que dire qu'on n'a jamais peur dans la vie, là, on a quand même frémi. Et puis, qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'une délégation soit reçue par les directions allemandes et françaises.
Bon, qu'est-ce qu'on a obtenu? On n'a pas obtenu, bien sûr, qu'il n'y ait plus de requis. Mais on a obtenu que s'il y avait à nouveau une liste de réquisitions, eh bien que les ouvriers soient prévenus directement chez eux. Ce qui leur a permis de pouvoir s'organiser et puis se cacher. Et par la suite, eh bien, ils ont rejoint les maquis. Ma petite femme adorée. C'est une de mes dernières lettres que tu recevras avec ce papier. Je te demanderai, ma petite chérie, de la lire avec le plus grand courage. C'est en quelque sorte mes derniers désirs. J'ai été condamné à mort par le tribunal spécial allemand, le 20 novembre 1944. Chers parents, chère famille, on vient de m'annoncer mon exécution pour cet après-midi à 15h. Votre optimisme de ce matin m'avait surpris, mais cela vaut mieux ainsi. Je vous demande pardon à tous de toute la peine que je vous ai faite. Soyez courageux. Ma chère Thérèse, mon cher enfant, ici il te faudra du courage, beaucoup de courage. L'on vient de m'en juger. Drôle de jugement qui est une exécution. Nous sommes condamnés à mort, Aubugeot, Chiquet, Tavernier, Roux et moi. Puis ils ont demandé à ma belle-mère s'ils pouvaient manger. Hein. Alors ma belle-mère a dit, bah, je vais vous donner à manger, je vais vous faire des omelettes, faire tout ça. Mais le beau-père a dit, lui, c'est qu'on va peut-être bien se faire prendre par quelqu'un. Non, 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 il n'y a personne. Ils sont à Ouaré. Ils étaient à Ouaré, hein, les Allemands. Hein. Et puis alors, elle les a installés là-bas, ils se sont mis à manger, tout. Et il y avait un sac aux barrières, là, qui voulait dire que ils étaient là. Alors, ils l'ont rentré, et puis ils ont été les chercher là-bas. Ceux qui ont pu s'échapper à travers, ils ont parti, mais les autres, ben, ils l'ont resté. Et ils ont été pris comme dans une souricière. Hein. Et puis alors là, ils ont dit à mon mari, vous allez acheter le cheval, et puis la charrette, et puis on les descend à une grande. Mais ma belle-mère n'a pas voulu, c'est le beau-père qui les a descendus. Et puis en route, mais pas loin de là, hein, 250, 300 mètres. Et il a entendu du bruit dans la charrette, il a entendu quelque chose. Et c'en était un qui était descendu de la charrette. Comment il a descendu, et les autres l'ont bien vu. Parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient 8. Puis quand ils l'ont arrivé dans le bourg, il n'y en avait plus que 7. Et puis alors là, les 7, ben, ils ont été fusillés devant le maire, et puis devant mon beau-père, et puis tout ça, et ils les ont mitraillés. Ils se sont mis, il a fallu qu'ils se mettent tout nus. Ils ont mis toutes leurs affaires dans un tas, chacun. Puis voilà. Puis mon mari était resté là. Puis pendant ce temps-là, ben, les Allemands étaient là en train de fouiller partout. Mais avec la mitraillette hein, branchée, hein, il aurait vu quelque chose, il descendait tout le monde. Alors mon beau-père disait, elle se tracassait pour le beau-père qui était parti. Puis lui se tracassait parce qu'il dit, je vais arriver à la maison, tout va être brûlé, tout le monde va être mort. Hein. On a eu de la chance qu'il y a un Allemand, un chef, je ne sais pas quoi. Et ils m'ont dit que c'était un gradé toujours qui est arrivé, puis qui a dit, elle était là. Autrement, le village sautait. Puis voilà. Puis les pauvres gens, ils sont morts. Les gens les avaient invités à venir passer la croûte avec eux. Ils étaient dans les bois en haut, là, le maquisard. Et puis tout d'un coup, les Allemands sont arrivés, ils ont encerclé la ferme. Il y avait une dénonciation à peu près certaine. Et puis bon, ils les ont descendus là. Ils ont fusillé au revolver là. Tous les 7. Une balle dans la poitrine, une balle dans la tête quand ils ont été tombés. Et ils ont été enterrés là, mais alors à fleur de terre. Hein. Et puis le maire de l'époque, il les a fait porter au cimetière. Après, les familles les ont fait rentrer dans leur commune. Quoi. Alors, ce qui s'est passé dans le coin, le premier accrochage a eu lieu aux Bouffonneries. Un véhicule du maquis qui descendait en direction d'Archigny s'est trouvé presque nez à nez avec les Allemands.
Accrochage, quelques coups d'armes de deux côtés, en particulier les Français ont tiré, et les Allemands aussitôt se sont mis en garde. Pendant ce temps-là, le véhicule a fait demi-tour dans la carrière en face le chemin des Bouffonneries et a pu s'échapper. Deuxième point important, 2 Allemands étaient arrivés à ce embranchement-là et servaient de guide pour orienter les troupes, leur faire signe qu'il fallait continuer tout droit. Là aussi, un véhicule de maquis est arrivé avec 4 maquisards à l'intérieur. Les Allemands ont été surpris et les 4 maquisards ont fait prisonniers ces 2 Allemands. 2 des maquisards sont descendus de voiture, ont désarmé les Allemands et ont pris la décision de les conduire vers la forêt de Pleumartin où sans doute se trouvait le gros du maquis. Le choix n'était pas très judicieux parce qu'ils se dirigeaient donc vers les Bouchots, puisque je vous dis c'était à 300-400 mètres d'ici, avec leurs armes, les 2 Allemands devant, et sur la route, le véhicule suivant derrière, au pas des autres personnes, des autres piétons. À un moment donné, ce qui devait arriver arriva, les troupes, un détachement allemand se pointe. Les Allemands, eux, qui sont habitués, avaient entendu les véhicules, et lorsque les véhicules sont apparus, eh ben, c'était trop tard. Donc les 2 Allemands prisonniers en ont profité pour se sauver. Les 2 maquisards ont tiré, ils en ont tué un, l'autre s'est échappé dans un champ de topinambour qui se trouvait à proximité et bien sûr a échappé. Les résistants, comme vous pouvez vous en douter, n'ont eu que hâte, c'était d'échapper eux-mêmes et de partir. Malheureusement, c'était à l'entrée des Bouchots. Et peu de temps après, les Allemands sont intervenus. Et le lendemain, l'Allemand qui s'était échappé dans les topinambours était sorti, bien entendu, avait repris contact avec les autres Allemands et leur ont signalé ce qui s'était passé. Et lui parlait le français d'ailleurs, cet Allemand. Et du coup, eh bien, les Allemands sont venus investir le village des Bouchots parce qu'ils ont pensé que les maquisards étaient aux Bouchots. Ils ont investi le village, ramassé bien sûr tous les habitants. Après les avoir poursuivis, puisque les habitants, ayant entendu le bruit des véhicules, se sont sauvés dans les champs pour essayer d'échapper. Malheureusement, les Allemands couraient plus vite. Il y avait des vieillards, les habitants étaient très vite retrouvés et ramenés dans le village pour être interrogés et surtout pour que l'Allemand qui s'était échappé puisse essayer de reconnaître parmi les habitants les maquisards qui étaient intervenus, qui l'avaient fait prisonnier et tué le camarade qui était avec lui. Là, les habitants ont été regroupés près de la ferme qui se trouve à côté. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ici, les Allemands étaient en déroute à cette époque-là et cherchaient donc par tous les moyens à rentrer rapidement sur rattraper l'est de la France pour échapper à la tenaille des Alliés qui avaient débarqué d'une part en Normandie et d'autre part en Provence. Et on se situe là, donc, à l'époque où toutes les grandes unités essaient d'échapper par tous les moyens, et en particulier en utilisant les petites routes secondaires pour éviter les regroupements et de servir de cible à l'aviation alliée. Alors cette route qui reliait donc Beaumont à Bonneuil-Matour, puis ensuite La Roche-Posay, ce qui s'appelle la route du Pinail, donc passé par Bondilly, le petit village qui se situe à quelques centaines de mètres à notre gauche. Lorsque une unité allemande est arrivée le soir du 28, puisque les événements se sont situés dans la nuit du 28 au 29 août, les Allemands donc sont arrivés, un détachement allemand s'est présenté le 28 au soir sur cette route. Après avoir traversé Bondilly, ils arrivent
sur cette petite côte, cette petite montée, et se trouve face à un abatis d'arbres. Hein, les résistants qui, par tous les moyens, essayaient de retarder la remontée des Allemands, avaient donc abattu des arbres, fait ce qu'on appelle un abatis. Et cet abatis donc, avait pour but d'empêcher les Allemands de passer, ou en tout cas de les retarder, parce qu'il fallait enlever les arbres pour pouvoir passer à nouveau. Alors, les Allemands, bien sûr, dans un premier temps déconcertés, n'avaient pas les moyens pour dégager. Il s'agissait de gros arbres, comme à peu près ceux-là qui ont été occupés dernièrement. Et eh bien, ils ont trouvé comme moyen d'aller chercher de l'aide auprès des fermes voisines. Et les fermes les plus près, c'était les proches, c'était les fermes qui se situent donc à une centaine de mètres d'ici. Les Allemands sont allés réquisitionner à la fois tous les hommes et en même temps les chevaux pour pouvoir dégager ces arbres. Ils ont obligé les hommes à atteler les chevaux, à leur mettre des chaînes pour dégager les arbres. Les hommes n'avaient pas entendu l'action des résistants, puisque les résistants avaient fait l'abattis. Pourtant, à cette époque-là, il y avait deux moyens. Il n'y avait pas de tronçonneuse à cette époque-là. Il fallait ou faire sauter avec une mine ou une charge, ou alors les scier. Et il se trouve que les habitants n'ont pas eu vent, n'ont pas été avertis de cette opération. Je pense que si les résistants avaient averti les habitants, ces derniers auraient été se cacher, ne seraient pas restés sur place. Toujours est-il que là c'était le soir, donc les hommes étaient à la maison, bien entendu. Pourquoi le soir? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour éviter, on va traverser plus loin le Pinail, qui est une zone complètement déserte, et donc c'était une cible facile pour l'aviation, donc pour éviter d'être attaqués par l'aviation, ils intervenaient le soir pour passer à la tombée de la nuit. Donc ils arrivent dans les fermes, et dans les deux fermes, tous les hommes sont là, à table, pour prendre leur dîner, et les Allemands les réquisitionnent, les obligent à venir ici de force. Avec les chevaux, bien sûr, au bout d'un moment, ils arrivent à dégager la route, tirer les troncs et dégager la route. Et malheureusement, quand le travail a été fini, eh bien, les Allemands ont fusillé sur place les 6 personnes qui étaient là. Le 10 novembre 1944, les corps des fusillés sont rapatriés de Biard à Châtellerault. Camille Gon en est le responsable. Voici un extrait du discours prononcé ce jour-là. Désigné par mes camarades du Front National pour aller chercher les corps de nos martyrs, je suis parti ce matin de novembre. C'était un de ces jours d'automne tristes et froids, une bise glaciale soufflait en tempête, et, de temps à autre, une ondée venait encore ajouter de la tristesse à ce sombre jour. Pour la première fois depuis bien des années, les drapeaux rouges sont déployés. Effet unique dans les annales de notre ville, l'international joué par la fanfare leur est adressé comme un suprême adieu. Nous n'oublierons pas votre sacrifice, mes camarades.